a-t-il un comportement politique celtique à La Réunion? Alors, d'aucuns diront qu'en France, il ne peut y avoir de comportements politiques régionaux de type celtique, accusant de celtomanie toute personne qui ferait référence à ce genre de critères. Pourtant, le sociologue André Siegfried et l'historien Jean Elgamal démontrent bien, pour la fin du XIXe siècle et le début du XXe, qu'il y a une attitude politique spécifique à l'ouest de la France, là où la religion catholique joue un rôle essentiel dans les choix électoraux. Mais ils ne parlent pas de comportement celtique ou même communautariste de cet électorat. Pour eux, les résultats des élections, qui offrent invariablement des sièges en majorité souvent écrasantes aux candidats dits blancs, c'est-à-dire monarchistes, sont liés à la pression exercée par le clergé. À cette époque, la République est fragile. Les monarchistes et bonapartistes, qui ont tenu le pouvoir presque tout le XIXe siècle, ont encore l'espoir de reprendre les rênes du pays. La Deuxième République n'a pas duré de 4 ans, de 1848 à 1851. La Troisième ne commence qu'en 1870. L'anticléricalisme des nouveaux gouvernants républicains provoque alors une scission très nette de l'électorat entre les Blancs, favorables à la monarchie et au clergé, et les Bleus, favorables à la République athée. À l'Assemblée nationale, les monarchistes siègent à droite, les républicains à gauche. La droite est jugée conservatrice et catholique, tandis que la gauche se dit réformatrice et laïque. Alors cette vision du corps électoral est encore très présente aujourd'hui, même si des dirigeants de droite de la Ve République se sont présentés comme des réformateurs, et si certains de gauche ont montré parfois un visage bien conservateur. Je ne risquerai ici aucun jugement de valeur en ne parlant pas des capitalistes et des socialistes, que l'on trouve d'ailleurs indifféremment dans les deux camps, ni des centristes se positionnant entre les deux, ni des nationalistes français dits d'extrême droite, ni des internationalistes d'extrême gauche, ni des altermondialistes, etc. Ce qui m'intéresse avant tout, ce sont les raisons qui font que l'Ouest, au XIXe siècle, présente un particularisme très marqué par rapport au reste de la France, en élisant systématiquement des candidats du parti des Blancs. Alors, Siegfried commence d'abord par y voir une atmosphère spéciale liée à l'environnement du bocage et à un tempérament de ces populations qui les font s'intéresser beaucoup plus que d'autres aux choses spirituelles. Donc, à Dieu et à la religion. On est d'accord avec lui. Mais je dénonce l'image jacobine qu'il présente de la Bretagne lorsqu'il prétend que Rennes, c'est déjà presque la Normandie, et que Nantes est plus une capitale vendéenne que bretonne. D'ailleurs, il limite la zone celtique au seul territoire habité par des Bretons bretonnants, ce qui est très réducteur et historiquement complètement faux. D'une part, l'influence bretonne s'exerce sur une région beaucoup plus vaste que la Bretagne elle-même, dépassant largement les limites de la province. D'autre part, les caractères celtiques ne sont pas attachés seulement à ceux qui font usage de la langue bretonne. Sinon, bien peu de Bretons pourraient en revendiquer aujourd'hui l'héritage. Il est évident que le comportement électoral des habitants de l'Ouest dépend d'abord de leur atavisme et des événements dramatiques qui s'y sont déroulés. S'ils font confiance plutôt aux Blancs qu'aux Bleus, c'est parce qu'ils se souviennent des exactions que les républicains ont commis chez eux durant la Révolution et qu'ils ne sont pas d'un caractère à accepter la loi de gens voulant gouverner sans tenir compte de leurs aspirations religieuses et culturelles. Puisque ceux-ci veulent tuer Dieu, ils seront du côté des prêtres et de ceux qui les soutiennent. Or, pour défendre la religion, il faut des opposants de poids qui puissent s'opposer aux idéologues laïcistes.
Voilà pourquoi on vote d'abord pour les candidats blancs monarchistes, même nobles, puis pour des bourgeois de droite jugés plus modérés que ceux de gauche qui ne veulent pas entendre parler d'écoles libres catholiques. Foncièrement, tout l'ouest de la France reste très anticentraliste, ce qui est bien une réaction propre aux Celtes. On s'y moque des Parisiens, qui d'ailleurs ne savent guère se faire apprécier quand ils viennent en vacances l'été, traitant les paysans bretons ou vendéens de ploucs, de pegnoux. Ceux-ci leur rendent le compliment en scandant « Parisien, tête de chien, parigot, tête de veau ». On a bien là deux civilisations qui s'opposent. Existe-t-il un comportement électoral de même nature à La Réunion? Et tout d'abord, une analyse des résultats électoraux réunionnais sur une centaine d'années, par exemple de 1870 à 1970, a-t-elle été faite? Alors j'ai posé la question au principal expert de l'histoire politique de La Réunion, le professeur Yvan Combeau. Sa réponse fut « En remontant aussi loin dans le temps, c'est peu probable. Tout au plus trouvera-t-on une analyse sur les 40 ou 50 dernières années, notamment celle que lui-même a faite pour le temps présent. » L'inconvénient de la période de l'après-guerre, 39-45, c'est qu'elle met en jeu des antagonismes politiques qui n'ont rien à voir avec ceux des périodes précédentes. En 1946, l'île a changé de statut, passant de celui de colonie à département d'outre-mer. Préalablement, un an auparavant, est né le CRADS, C-R-A-D-S, Comité républicain d'action démocratique et sociale, à l'initiative de Raymond Vergès, mouvement de gauche qui veut s'opposer à la politique inflexible des ultras, c'est-à-dire des grands usiniers du sucre. Malheureusement, cette ambition généreuse, qui regroupe des gens de toutes tendances politiques, même quelques caniers importants comme Georges Ropiquet ou Roger Payette, est accaparée rapidement par les communistes. En même temps, s'installe sur le plan international le mot d'ordre de décolonisation. Les empires coloniaux occidentaux, donc surtout l'Angleterre et la France, sont confrontés à des revendications d'indépendance de leurs colonies, soutenues le plus souvent par l'URSS et la Chine communiste. Un vaste démembrement de ces empires, parfois dans la douleur et le sang, donne naissance à une quantité d'États nouveaux, indépendants à travers le monde. Toutes les possessions françaises en Asie et en Afrique se libèrent de la tutelle européenne dans les années 50-60. La plus importante pour la France, l'Algérie, mène une longue guerre de 8 ans pour obtenir sa souveraineté en 1962. Ne reste plus de l'empire colonial français que des confettis dans les Antilles, Martinique, Guadeloupe et leurs dépendances, dans le Pacifique, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, dans l'Atlantique Nord, Saint-Pierre et Miquelon, et dans l'océan Indien, la Réunion, Mayotte et quelques îles éparses. Après avoir accepté l'indépendance de l'Inde dès 1947, l'Angleterre émancipe l'île Maurice et les îles qui y sont rattachées, dont l'île Rodrigue en 1968. Puis, les îles Seychelles se libèrent de la tutelle britannique en 1976. Durant cette période, le Parti communiste réunionnais, conduit par Paul Vergès, jugeant que la départementalisation de l'île n'a pas apporté le progrès social espéré, mène un long combat autonomiste, ce qui lui permet d'accéder au pouvoir local au début des années 70. Sur l'échiquier politique, le PCR, Parti communiste réunionnais, devient alors incontournable malgré l'opposition très ferme de la bourgeoisie blanche appuyée par l'État français et son ancien Premier ministre, le député Michel Debré. Si la revendication d'autonomie n'a jamais été abandonnée par certains militants communistes, les instances dirigeantes du parti l'ont progressivement
et peut-être seulement provisoirement mise sous l'éteignoir. Aujourd'hui, une majorité de Réunionnais apparaissent légitimistes, disant ne pas souhaiter le détachement d'avec la métropole, mais le débat sur le statut de l'île reste un sujet récurrent. Et il n'est pas certain que la revendication d'autonomie ne revienne pas avec plus d'acuité dans les années à venir. Le président Jacques Chirac déclarait lors d'une interview concernant le droit à l'autodétermination de l'outre-mer français, il y a quelques années, « Nous sommes pour le droit à l'autodétermination des peuples, mais le problème pour l'heure ne se pose pas. » Bien entendu, on ne peut assimiler un éventuel choix d'émancipation d'ex-colonies situées à plusieurs milliers de kilomètres de la métropole à la réaction anticentraliste de provinces de l'ouest de la France situées à 300 ou 400 kilomètres de Paris. L'histoire et les motivations qui en découlent ne sont pas les mêmes. Mais une chose est remarquable, à La Réunion comme en Bretagne, par exemple, c'est l'attitude de forte résistance culturelle et identitaire d'une grande majorité de la population face à l'uniformisation programmée par les instances parisiennes. Même en donnant sa voix aux candidats dits modérés, c'est-à-dire ceux qui se prononcent clairement pour une Réunion française, l'électeur réunionnais, de droite comme de gauche, revendique sans complexe son identité créole, cultivant les habitudes alimentaires créoles, parlant le plus souvent en créole et montrant son solide attachement à l'île et à ses traditions. Et l'étranger à cette culture métropolitain, comorien, malgache ou autre, qui se permettrait de faire une critique sur ce plan, se verra vertement rembarré. Ce n'est pas là du racisme ou de la xénophobie, comme le prétendent quelques penseurs de grandes théories parisiennes sur la citoyenneté, mais simplement l'exigence d'un droit au respect des cultures et de l'identité créole. La célèbre devise réunionnaise « Nous les pas plus, nous les pas moins » n'avait pas d'autre but. Mais le « respect à nous » qui a suivi, lancé par le défunt Laurent Vergès en 1987, lui a donné une couleur politique rouge, communiste. Les slogans de revendication sociale des syndicats locaux, ceux de la CGT, proche du PCR, Donne Créole Travail, ou de la CFDT, Vive et travailler au pays, font référence à l'identité créole, suggérant ainsi que les bonnes situations sont aux mains des allogènes. Et les inscriptions xénophobes que l'on voit parfois sur quelques panneaux routiers, comme Oreilles dehors ou Comores malgaches dehors, sont là pour rappeler que les nationalistes réunionnais n'ont pas tous disparu. Là se trouve l'ambiguïté des antagonismes politiques à la Réunion depuis une cinquantaine d'années. À partir du moment où la revendication culturelle régionale devenait l'argument exclusif du PCR, il paraissait difficile pour l'électeur anticommuniste de défendre ouvertement son identité créole. C'était légitimiste assimilationniste de droite contre autonomiste de gauche, Virapoulet contre Vergès, c'est-à-dire une guerre de chefs de clan, de patriarches plutôt, jouant parfois chacun à son niveau la carte ethnique qui allait empoisonner le débat démocratique pendant plus de 30 ans. Et il l'empoisonne toujours, puisqu'il semble impossible de discuter d'un changement statutaire sans provoquer un débat houleux. Concernant la vie politique de la période coloniale, l'historien Prosper Ève tente d'en donner une image dans un livre intitulé « Le jeu politique à la Réunion de 1900 à 1939 ». Ce qui en ressort d'abord, c'est le dirigisme sans partage des grands sucriers. Il écrit « La bourgeoisie blanche qui cherche à sauvegarder ses privilèges
ne peut mieux étaler sa méfiance vis-à-vis de Paris, s'étant réservé toutes les fonctions intellectuelles et politiques, ayant l'habitude de couper et de trancher à sa guise, la départementalisation aurait à coup sûr pour conséquence, à moyenne échéance, une redistribution des cartes au profit des couches défavorisées et prolétarisées, écrit Ève. Il constate ensuite que beaucoup d'électeurs potentiels ne sont pas inscrits sur les listes électorales. L'abstentionnisme est également très important. Aux élections législatives de 1919, il semble que dans certaines localités, les électeurs ne croient pas aux vertus des urnes et ont peur de risquer leur vie en s'en approchant. 3 à 17% seulement des inscrits participent au scrutin à Sainte-Marie, Sainte-Suzanne, Bras-Panon, Trois-Bassins, Étang-Salé, entre deux. Résultat, Boussereau, un des candidats, réalise un score de 98,3% et Gasparin 97,9%. Ève montre enfin que la violence et la fraude deviennent vite presque institutionnelles. Il ne suffit pas de chasser les électeurs des salles de vote occupées militairement. Il faut encore surveiller par la force armée leurs allées et venues, faire garder les croisées de route. Les candidats officiels ne se contentent pas de faire assommer les opposants, de faire piller leurs maisons, de les faire arrêter. Ils excellent à inventer des systèmes de fraude efficaces, prétend l'historien réunionnais. Mais la fraude finira par être pratiquée à gauche comme à droite. Les sociologues réunionnais ne semblent pas s'être beaucoup intéressés à l'ambiance politique dans l'île. Houston Live omet de parler des violences électorales. La société réunionnaise, écrit-il, est elle-même née de la violence puisque dès son origine, elle a connu les affres de l'esclavage, de l'engagisme et de la colonisation. En revanche, d'autres formes de violence ne se sont jamais manifestées à La Réunion, telles que le crime organisé, le terrorisme, l'attentat, les révolutions, les guerres, les tentatives de coup d'État, la torture médicalisée, la violence industrielle, etc. Si ces violences ne se sont jamais exprimées jusqu'à présent, c'est que le contexte social, économique et politique ne s'y est guère prêté. Mais rien n'exclut qu'elles ne se produiront pas un jour. Mais Livre reconnaît aussi que, jusqu'à présent, la sociologie est restée absente dans l'analyse des contradictions de la société réunionnaise. Malheureusement, il ne dit pas l'origine de ces contradictions. Les historiens et les sociologues locaux voient le colonialisme outre-mer comme une situation antérieure commune à l'ensemble des colonies françaises. La Réunion est donc un territoire comme n'importe quelle autre colonie française de l'Inde, d'Afrique ou d'Amérique. Les gouverneurs y pratiquent d'ailleurs la même politique, celle décidée à Paris. Il suffit alors d'observer ce qui se passe en Algérie ou en Indochine pour comprendre ce qui se passe dans une petite île de l'océan Indien. Alors le problème de ce genre d'approche, c'est qu'on ne connaît pas le véritable débat idéologique dans l'île et les groupes ethniques locaux qu'il met en cause. La Réunion est alors une des gloires de la France du Second Empire. Comment expliquer que cette île phare soit aujourd'hui le département français qui compte le plus de bénéficiaires du RMI, se demande Bernard Champion, qui pense avoir trouvé une réponse à sa question, un descendant de ces familles d'entrepreneurs qui ont fait la Réunion et qui dit être réunionnais depuis 320 ans, affirme que dès le début du XXe siècle, ces pionniers avaient quitté l'île pour d'autres aventures en métropole, en Nouvelle-Calédonie ou à Madagascar. Alors pour ce singulier ethnologue, les gros caniers du XIXe siècle auraient-ils été de meilleurs économistes et même presque des humanistes puisqu'il y aurait eu moins de pauvres à cette époque? Les sicres de Fontbrune et autres grands vals n'ont guère laissé leur nom que dans le cimetière historique de Sainte-Suzanne, mais leurs domaines ont-ils disparu?
Celui des très riches Bédier est passé par mariage aux mains des Barreaux. Celui des Desbassins et des De Villèle, de la même façon, aux mains des de Châteauvieux. Le nombre de RMistes aurait été sans doute tout aussi important, sinon plus, proportionnellement, à la fin du XIXe siècle, si ce système d'aide aux plus pauvres avait existé. La vérité, c'est que le colonialisme, à cette époque, se caractérise par la pression écrasante des grands propriétaires terriens sur l'ensemble de la société qui vit très pauvrement, et cela avec la complicité de l'État français qui ne s'en inquiète pas. À partir de ce constat, parler d'élection et de démocratie ne veut plus dire grand-chose. Lorsque la démocratie s'installe enfin, c'est-à-dire que les électeurs peuvent réellement exercer leur droit de vote dans les années 1980, les grands propriétaires candidats à leur propre succession perdent quasiment tous leur mandat de maire et de conseillers généraux. Comment peut-on alors, à partir des résultats des élections antérieures, constater un quelconque comportement général lié au tempérament des votants? Dans les départements de l'ouest de la France, les tensions sont sans doute tout aussi fortes les jours de vote, mais on n'y parle pas de fraude généralisée, d'urnes bourrées ou qui disparaissent, de candidats abattus. Certains curés, peut-être, font de la propagande pour leurs candidats préférés durant les offices. Mais dans l'isoloir, chacun reste libre de choisir le bulletin qu'il veut. À la Réunion, le propriétaire fait distribuer les bons bulletins à ses ouvriers et à ses colons la veille du scrutin. Et il vaut mieux le voir élu le dimanche soir, sinon le lundi matin, c'est le licenciement ou l'expulsion de la propriété. Les élections se déroulent toujours dans un climat d'agressivité et de violence, voire de terreur. Des candidats sont menacés pour qu'ils retirent leur candidature, des meetings électoraux attaqués à coups de galets ou à coups de sabre, parfois à coups de fusil. Durant les campagnes électorales, il y a des blessés et des morts. Le jour du scrutin, on fane des broquettes, c'est-à-dire des clous, sur les routes pour crever les pneus des voitures. Des bandes de nervis armés se tiennent à l'entrée des bureaux de vote. Résultat, les taux de participation sont très faibles et les élus réalisent des scores de dictateurs africains. Telle est l'ambiance électorale dans une société coloniale fermière. Cette vision est corroborée par mon propre constat dans les années 70. La départementalisation n'avait donc pas apporté instantanément la démocratie. J'ai interrogé des anciens de Sainte-Suzanne, là où je réside, la commune de Sainte-Suzanne. Ils attestent tous que dans les années 50, comme avant 1939, ce n'était pas différent, peut-être même plus grossièrement antidémocratique. À quand peuvent remonter ces habitudes de manipulation électorale? Hervé Combaud répond à la question, citant des journaux de la fin du XIXe siècle, lors de l'élection de l'Assemblée constituante de la Troisième République en 1870. L'analphabétisme porte en lui une des premières causes d'une fraude électorale naissante, elle aussi. On nous assure que depuis quelques jours, des agents distribuent en ville des bulletins Béret et Hervé en les donnant à ceux qui ne savent pas lire pour des bulletins Lasserbe et Demailly. Alors en l'occurrence, là, dans ce cas précis, ce sont les partisans des candidats monarchistes qui essaient de tromper les électeurs. Sans doute ne sont-ils pas les seuls à le faire. Alors ils se heurtent à des candidats républicains, moins nombreux, mais bénéficiant du soutien de la métropole par l'intermédiaire de journaux locaux inféodés à la presse parisienne. En 1876, François Demailly est le seul représentant républicain dans sa circonscription. En face des conservateurs macmahoniens, le camp républicain compte sur le soutien des principaux titres de la presse de l'île pour dénoncer une droite française anti-républicaine. La guerre déclarée à la République le 16 mai par les partis monarchiques coalisés devient chaque jour plus vive, écrit Yvan Combaud. Le républicanisme de gauche est synonyme de centralisme, bénéficiant de la propagande des organes de presse.
et par réaction, le monarchisme de droite se dit fédéraliste, plus proche des idées régionales autonomistes. 30 ans plus tard, ces antagonismes politiques n'ont pas vraiment changé. Au tournant du siècle, les notables reprennent le discours républicain et nationaliste des différents gouvernements. Lucien Gasparin devient député en 1906. Il reçoit le soutien officiel de François de Mailly, qui le place dans le sillage des grandes figures politiques réunionnaises de la Troisième République. Cette République, comme celles qui l'ont précédée, depuis la Révolution de 1789, est très centraliste et s'oppose au fédéralisme qu'avait voulu mettre en place Louis XVI avec son monarchisme constitutionnel dès 1791. On ne peut qu'être étonné en constatant que ce genre de débat savant se retrouve dans une île très éloignée de la mère patrie, déjà presque abandonnée par Paris. Combault et Ève citent un article de presse de 1848 montrant que cette opposition entre fédéralistes et centralistes existe très tôt à La Réunion, non pas comme un copiage de ce qui se passe en métropole, mais comme un enjeu pour la colonie elle-même. Et ils écrivent « Lorsque U de Chassagne, par exemple, se dit favorable à une république fédérative et opposé à une république une et indivisible. Il se fait sermonner par Léon Drouet. Ce dernier lui demande s'il a bien réfléchi aux conséquences qu'une telle proposition entraînerait, car sa solution implique automatiquement l'indépendance des colonies. Que craint Drouet? Le péril noir, c'est-à-dire l'incapacité de l'île à maintenir l'ordre seul en cas de Ligue des Noirs libérés contre les Blancs riches. Vous voulez l'indépendance des colonies, écrit-il, quand elles sont sur un volcan béant prêt à nous engloutir au milieu d'une caste d'hommes qui, loin de nous soutenir, viendront réclamer l'exercice de leurs droits et formeront contre nous une autre confédération. Il voit donc bien la métropole, c'est-à-dire le pouvoir central parisien, comme l'unique moyen de protéger les intérêts de son groupe de privilégiés. Et c'est ce qui se passe. Fils d'un métropolitain, sans doute plein d'humanisme à l'égard des esclaves dont il veut la liberté, il craint la rupture avec la France, ce qui n'est pas le cas des bourgeois bourbonnais. Les gros et moyens propriétaires commentent les événements politiques vécus par les Français. S'ils ne disent pas ouvertement vouloir se séparer de la métropole et obtenir l'indépendance de leur colonie, certaines propositions contiennent cette idée, écrivent Ève et Combault. L'abolition de l'esclavage ayant été votée à Paris, les propriétaires savent que la loi sera cette fois définitivement appliquée. S'ils ne craignent pas l'indépendance, c'est bien qu'ils n'imaginent même pas la possibilité de ce fameux péril noir. La seule chose qu'ils redoutent, c'est de ne plus avoir la main-d'œuvre nécessaire à produire et à récolter leur canne à sucre. Ce débat sur les choix entre monarchie et république, ou déjà entre république fédérale et république centraliste, concerne-t-il les couches populaires? Eh bien entendu, pas de façon aussi réfléchie et pour les mêmes causes. Mais il existe. Après le vote de la loi sur l'abolition de l'esclavage, proposée par le nouveau gouvernement républicain en 1848, Ève affirme que les esclaves sont inquiets, car des gens mal intentionnés parlent de leur élimination par empoisonnement des macassias et du rhum, denrées qu'ils consomment en quantité. Même les habitants sans esclaves, les petits créoles, qui luttent pour assurer leur survie, ont quelque chose à reprocher à la République. Les pauvres de la société redoutent de devoir partager avec les esclaves affranchis une position sociale des plus misérables. Écrit Ève. Alors notons cependant que la majorité de ces petits créoles blancs se sont déjà retirés
dans les Hauts et vivent désormais coupés de la société du littoral. Ceux-là savent-ils d'ailleurs que la France a changé de régime? Pour eux qui vivent comme s'ils étaient retournés à l'état de sauvages, il faut revoir la description donnée par Ricard en 1821, vous voyez la vidéo sur les petits blancs, ça ne changera rien. Le problème des petits créoles, débat sous-là, n'est pas de savoir si le régime républicain vaut mieux que la monarchie, mais d'abord de ne pas être confondu avec les anciens esclaves. Ils ne sont pas affranchis, ils souhaitent continuer à vivre libres, ils n'ont pas de livret d'engagement et ne veulent pas y être soumis. Rappelons que les ancêtres de ces petits créoles sont pour la plupart les premiers habitants de l'île Bourbon. Il faudra longtemps avant que la rancœur se dissipe. Ils n'accepteront de conclure avec les gros planteurs que des contrats de travail temporaires pour la coupe de canne et plus tard des contrats de colonna partia. Les candidats aux élections étant généralement des grands propriétaires, ils ne peuvent réussir à convaincre les petits créoles de venir voter. Le nombre d'inscrits sur les listes électorales restera longtemps ridiculement faible et l'abstention représente près de 70%. En 1877, le député François de Mailly n'est élu qu'avec 10 899 voix sur les 34 237 inscrits pour l'ensemble de l'île. Et c'est déjà un record. La majorité de la population se sent extérieure au processus électoral, comme le note André Scherer. Cette tendance à l'abstention se maintient longtemps et l'activité politique était donc le fait d'une minorité bourgeoise. D'ailleurs, même les bourgeois républicains n'incitent guère les électeurs à se faire inscrire, car selon eux, il faut craindre une levée des pauvres d'esprit qui pourraient se laisser diriger par leurs confesseurs. À l'évidence, ils connaissent bien les résultats réguliers des élections dans l'ouest de la France en faveur des candidats monarchistes. Mais ils font la même erreur que Siegfried, affirmant que le milieu populaire est manipulé par les curés. Eh bien, c'est mal connaître l'esprit indépendant des Angevins, Bretons et autres Poitevins, état d'esprit que l'on retrouve à l'île de la Réunion. Cette énorme abstention n'y est pas le fait que des couches populaires, il y a aussi une abstention élitaire, celle des monarchistes désabusés et des catholiques, persuadés que le suffrage universel n'est qu'un jeu des républicains pour tenir les rênes du pouvoir. Mais alors que dans l'ouest de la France, les contre-révolutionnaires, donc anti-républicains, ont l'appui des populations pour exprimer leur refus du centralisme, ceux de la Réunion ne peuvent compter ni sur l'appui des descendants d'esclaves, ni sur celui des petits créoles. Les campagnes des candidats ont pourtant un certain succès. La tournée électorale est un moment de fête et de bruit. Les paroles et les musiques sont essentielles. La population assiste aux meetings organisés par les candidats qui distribuent à cette occasion cigarettes, alcool et boîtes de conserve. Mais elle ne se rend pas pour autant au bureau de vote le dimanche suivant. Cela ne peut pas être interprété comme l'expression généralisée d'un refus du système républicain. C'est ce que tenteront de faire croire les monarchistes. Elle s'explique plutôt par le fait que le fond du caractère créole est l'indépendance. C'est le député républicain de Mailly lui-même qui le déclare dans un de ses discours. Il sait déjà que la grande majorité de ceux qui viennent l'écouter n'iront pas voter et essaye de justifier son élection assurée, mais avec un score tellement faible qu'elle paraît presque illégitime. C'est la seule allusion au tempérament des électeurs potentiels de la Réunion sous le régime colonial que j'ai pu trouver dans le livre de Combault et Ève. N'en soyons pas étonnés, les républicains français ayant toujours considéré l'électeur comme un roseau pensant, dont les seules idées politiques seraient celles du débat national ou international du moment, celui orchestré par Paris évidemment.
Ils feignent d'ignorer que le cerveau humain est beaucoup plus complexe que cela et que le comportement d'un individu est plus lié à des stimuli aux origines lointaines dont lui-même n'a pas conscience. Cette indépendance du caractère créole que de Mailly constate et que j'ai moi-même souvent observée chez des amis créoles est inscrite depuis le début du peuplement et se transmet de génération en génération par hérédité psychologique et mimésis sociale. Il faut relire Braudel, l'historien des civilisations, à ce propos. Il écrit « Cette mentalité qui dicte les attitudes, oriente les choix, enracine les préjugés, incline les mouvements d'une société, est éminemment un fait de civilisation. Beaucoup plus encore que les accidents ou les circonstances historiques et sociales d'une époque, elle est le fruit d'héritages lointains, de croyances, de peurs, d'inquiétudes anciennes, souvent presque inconscientes, au vrai le fruit d'une immense contamination dont les germes sont perdus dans le passé. Les créoles de la Réunion peuvent donc tenir cet esprit d'indépendance de leurs ancêtres de l'ouest de la France, donc de leur tempérament celtique. Mais aime pas qui commande à moins, disait mon beau-père Charles-Léo Maillot, né en 1923 à Salazie et descendant d'un ancêtre normand. Il disait ça pour justifier le fait qu'il n'aimait pas travailler pour quelqu'un, mais aime pas qui commande à moins. Il avait débuté comme colon d'un grand propriétaire sur quelques hectares de terre pour faire de la canne, puis exercé le métier d'ouvrier charpentier pour une grande entreprise locale, avant de se mettre à son compte, d'abord comme maraîcher, puis comme menuisier. Personnage doux et sincère, il était très attaché à sa liberté d'action et commentait avec ironie les discours menaçants des candidats aux élections locales à l'encontre des abstentionnistes. Ne pas aller voter ne serait-il pas un refus d'obéissance aux mots d'ordre des candidats, tous issus de la grande bourgeoisie blanche? Alors, le descendant d'esclaves aurait-il pu hériter de cette mentalité? Ben pourquoi pas? Quelle image a-t-il sous les yeux depuis des générations? Celle du blanc. À la fin du XIXe siècle, quel modèle peut-il suivre face à une chose qui lui est totalement nouvelle, le droit de vote? Celui qui lui ressemble le plus, le petit blanc, pauvre, pas toujours très blanc d'ailleurs, puisque métissé. Et quand celui-ci réagit à l'oppression bourgeoise dont il reçoit les mêmes insultes racistes que lui, il ne peut que s'en sentir solidaire. En 1848, à Saint-Louis, l'officier de police Rivière, arrêtant un petit créole, est accusé par la population d'avoir traité Fradelizy de nègre et de lui avoir reproché d'être sans engagement. Les créoles pauvres à cette date ont peur que le livret institué en 1846 pour les affranchis ne leur soit étendu, obligeant tous les hommes valides à avoir un contrat de travail, bien sûr avec des blancs. Un groupe de personnes libère par effraction du poste de police le prisonnier juste avant qu'il ne soit transféré à Saint-Paul pour y être jugé. Oui, parce que le Fradelizy, là, il a été enfermé, hein, bien sûr. Eh bien, les 80 à 100 personnes concernées et réfugiées dans les bois, avec celui qu'ils avaient délivré, ont l'appui d'une population de 3 à 400 habitants, prêts à résister par tous les moyens à l'exécution des mandats d'amener qui seraient décernés par les magistrats de Saint-Paul. Une telle résistance collective n'est-elle pas semblable à celle des descendants des Celtes de la région ouest de la France?